Bonjour à tous. Nous allons parler de nouveau de la leçon 20, la lumière, un flux de photons. Donc, on l'a fait lors de la dernière visioconférence, mais ça n'avait pas été évident pour tout le monde pour suivre. Et puis, certains n'avaient pas réussi à se connecter. Donc, on va revoir les notions sur cette leçon-là. N'oubliez pas que sur cette leçon, vous avez les exercices 6, 15, 16 et 20 à faire autour de la page 420. 6, 15, 16 et 20 autour de la page 420, comme indiqué sur le PDF de progression que je vous ai donné. Donc, la lumière, un flux de photons. On avait débuté cette leçon par des rappels de première, parce qu'il fallait se souvenir, pour comprendre comment la lumière interagissait avec la matière, des spectres de ray d'émission et des spectres de ray d'absorption. La lumière pouvait être absorbée par la matière, et donc vous voyez un atome qui va absorber de la lumière, va pouvoir monter de niveau d'énergie. Cette lumière va manquer dans le spectre, ça fait un spectre de ray d'absorption avec des rays noirs. Par contre, quand un atome est excité, il va pouvoir émettre de la lumière et on va avoir une raie d'émission, c'est un spectre de raie d'émission avec des raies lumineuses. Donc, la matière peut interagir avec la lumière et absorber une énergie qui lui permet de passer exactement d'un niveau d'énergie à l'autre. Cette énergie, c'est H nu, Hc sur lambda. C'est l'énergie d'un photon qui va permettre de passer de niveau bas à niveau haut, de niveau haut à niveau bas, suivant le type de spectre qui nous intéresse. Donc ici, vous avez l'exemple de spectre d'émission où on passe de niveau haut vers des niveaux bas. Et le B, ça correspondrait à un spectre d'absorption. Voilà ce qu'on avait vu. On avait vu que l'effet photoélectrique pouvait être mis en évidence avec une plaque de zinc qui est accrochée à un électroscope. Expérience qu'on a fait en première et qu'on refera quand on se retrouvera ensemble. Et donc, on voit que quand l'électroscope est chargé, eh bien, la source lumineuse, quand elle est allumée, entraîne un mouvement pour les feuilles conductrices. Elles se rapprochent l'une de l'autre, elles se déchargent. Pourquoi? Parce que des électrons vont être émis par la lame de zinc lors de cette expérience-là. Et donc, l'explication de cette expérience, qui est celle de l'effet photoélectrique, est que la matière de la lame de zinc contient des électrons libres qui vont être capables d'absorber l'énergie de la source lumineuse pour être émis. Et donc, il va falloir que l'énergie de la source lumineuse soit suffisante. Il va falloir que la longueur d'onde soit adaptée, que l'énergie soit suffisante, donc que la longueur d'onde soit faible, et on est dans les UV, pour permettre à l'électron d'être arraché et de partir avec une certaine énergie cinétique. Donc, c'est ce que l'on avait vu ensemble. L'énergie du photon, c'est Hc sur lambda, et il faut que cette énergie soit suffisante pour fournir le travail d'extraction. Alors, les électrons ne sont pas exactement ceux qui sont dans un atome isolé, parce que dans le métal, on a des électrons qui sont libres de se déplacer dans ce métal. Et donc, le travail d'extraction, ce n'est pas la même chose que l'énergie d'ionisation d'un atome qui a été vu en première. On a ensuite parlé des cellules photovoltaïques, TP, que j'espère qu'on pourra faire à la rentrée ensemble. Donc, quand on a des cellules photovoltaïques, ça c'est un TP de première, hein, on voit la tension en fonction de U fois I. U fois I, c'est la puissance. Et on a une courbe, comme ça, avec un maximum de puissance possible pour une tension donnée, ici autour de 20 volts. Ce qui fait que le rendement d'une cellule photovoltaïque est globalement faible et dépend de la température. Et on voit ici que le rendement est plus élevé pour une température de 10 degrés. C'est pour ça qu'on va pouvoir placer les cellules photovoltaïques dans cet exemple-là sur un lac pour avoir une température plus faible et un meilleur rendement. Donc, le rendement de ces cellules-là, c'est la puissance électrique exploitable sur la puissance solaire d'entrée, et il est inférieur à 1. En général, il est inférieur à 25%. Donc, l'effet photoélectrique doit beaucoup à Einstein, qui a eu un prix Nobel pour ça, qui a expliqué que les électrons pouvaient être éjectés sous l'effet de radiation lumineuse, parce que le photon va fournir à l'électron l'énergie dont il a besoin pour pouvoir être arraché à la structure cristalline du métal, plus l'énergie pour avoir une certaine vitesse. Donc ici, on a d'un côté le photon qui apporte de l'énergie, le travail minimal, le travail qui est nécessaire pour extraire l'électron, et celui, mais pour pas qu'il retombe directement, c'est celui qui va, cette partie-là, qui va lui donner une certaine énergie cinétique. Donc H nu, l'énergie du photon,
doit être égal au travail d'extraction pour arracher l'électron au métal, plus à l'énergie cinétique qu'on va donner au métal. Et donc, si l'énergie est suffisante, eh bien, on extrait les électrons dès le premier photon envoyé. Donc, ce modèle-là, c'est le modèle particulier de la lumière, qu'il a décrit comme un flux de photons qui permet d'expliquer l'effet photoélectrique, contrairement au module ondulatoire. Donc ici, le photon, c'est une particule d'énergie qui apporte cette énergie H nu et qui va être capable de donner à l'électron, un peu comme une boule de billard en frappant une autre, qui va être capable de donner à l'électron une énergie suffisante pour l'extraire du cristal, plus lui donner de l'énergie cinétique. Voilà, cet essai photoélectrique est utilisé dans les cellules photoélectriques qui vont pouvoir produire de l'électricité avec un rendement qui est relativement faible et qui s'évalue, comme on l'a vu dans l'activité du début, par la puissance électrique fournie par la cellule divisée par la puissance lumineuse. Donc le rendement est meilleur pour des températures basses et le rendement dépend de la technologie utilisée. Il y a plusieurs types de capteurs qui sont utilisés, certains avec du silicium, d'autres avec du germanium, et puis d'autres encore avec d'autres technologies plus innovantes. Mais globalement, le rendement est encore assez décevant. Une grande partie de l'énergie solaire n'est pas convertie, parce que l'énergie solaire en particulier est apportée par de nombreuses radiations de longueurs d'onde différentes, ce qui rend difficile la conversion. Ici, vous voyez une diode ici électroluminescente d'elle. Ces diodes électroluminescentes vont pouvoir émettre de la lumière à partir d'une tension électrique. Donc là, ce n'est plus le même fonctionnement. Vous avez des capteurs de lumière qui vont être capables de fabriquer une tension électrique et vous avez des transducteurs qui sont capables, à partir d'une tension et d'un semi-conducteur, de fabriquer de la lumière. Voilà l'essentiel de cette leçon qu'on avait déjà vue lors de la visioconférence, mais qu'il me semblait important de revoir avec vous avant d'aborder la correction des exercices. Donc, dans cette leçon, les exercices, c'est le 6, le 15, le 16. Donc, l'exercice 6, l'exercice 15, ici, voilà, sur l'énergie cinétique des électrons. L'exercice 16 en anglais, qu'il est bien d'essayer de faire en anglais, et l'exercice 20, qui est ici, qui fait un bon bilan de cette leçon, et puis des différentes courbes ici qu'on peut obtenir en TP, qu'on essaiera d'obtenir pour caractériser le fonctionnement d'un panneau solaire. On essaiera en TP de faire varier l'éclairement comme c'est proposé ici. Faire varier la température, c'est difficile. En TP, c'est peu réalisable. Par contre, faire varier l'éclairement en rajoutant des lampes ou en les éloignant, ça c'est quelque chose de faisable qu'on essaiera de mettre ensemble en œuvre à la rentrée. Voilà pour le bilan que je voulais faire avec vous de cette leçon.